Dans l'actualité ce soir, la grippe A tue 3 à 5 fois moins que la grippe saisonnière. C'est la conclusion rassurante de l'étude menée par le Centre européen de contrôle des maladies. A-t-on été trop alarmiste? Constat et explication dans un instant. Des soupçons d'escroquerie contre 17 associations humanitaires. Elles déclaraient agir en faveur de l'enfance ou des pays pauvres. Des millions d'euros auraient été détournés depuis plusieurs années. Le débat sur le bouclier fiscal est relancé au sein même de la majorité. Le président UMP de la commission des lois à l'Assemblée, Jean-Luc Warsmann, propose de l'assouplir pour alléger la dette sociale. Retour sur l'affaire Jaycee Dugard aux États-Unis. Cette jeune américaine enlevée à l'âge de 11 ans et séquestrée pendant près de 20 ans s'exprime pour la première fois. Elle vit retirée, se dit heureuse et en quête d'une vie normale. Faut-il intégrer dans le droit français les principes de la finance islamique qui interdit toute forme d'intérêt? Certains dénoncent une entorse à la laïcité. Le Conseil constitutionnel vient de censurer la loi. Débat et reportage dans un instant. Enfin, le Tour de France 2010 promet d'être musclé. Le parcours présenté aujourd'hui intègre les pavés du Nord et davantage de montagnes. On verra aussi qu'à cette occasion, Alberto Contador et Lance Armstrong ont échangé une poignée de main glaciale. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc ces chiffres sur la virulence de la grippe A, des chiffres qui relativisent au premier abord en tout cas ses conséquences. Le virus H1N1 est 3 à 5 fois moins mortel que celui de la grippe saisonnière. 2 à 3 patients sur 10 000 y succomberaient. Le détail avec Mallory Aoudou. A-t-on surestimé les risques liés au virus de la grippe A? Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le CDC, le virus H1N1 tue moins que le virus habituel de la grippe. Depuis son apparition, il a fait 4 525 morts dans 191 pays. Il tue entre 2 et 3 patients sur 10 000, contre 10 sur 10 000 pour la grippe saisonnière. Pour autant, il faut relativiser ces chiffres. Tous les pays ne sont pas équipés pour effectuer les tests et détecter H1N1 avec certitude. De plus, le virus est contagieux et quand il frappe fort, épargnant les plus âgés, mais touchant une population qui échappe d'ordinaire aux complications. Des enfants, des gens jeunes qui ne présentent pas d'autres facteurs de risque. De quoi désorganiser les économies ainsi que les services de soins. La prise en charge des personnes sévèrement atteintes est lourde, technique, elle nécessite des respirateurs, des personnels qualifiés. Selon le CDC, il faut donc rester vigilant, d'autant qu'une deuxième vague de contamination est attendue dans les semaines qui viennent. En France, le dernier bulletin d'observation des épidémies confirme que la grippe, essentiellement de type H1N1 pour l'instant, reste modérément active. Mais nous sommes bien en situation d'épidémie. Le Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne sont les plus touchés. Alors, une épidémie qui marque le pas, une mortalité inférieure au virus classique. Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier. Est-ce qu'on a été trop alarmiste ou est-ce allé un peu vite que de se poser déjà la question? On va peut-être un petit peu vite parce qu'on savait et on sait que 99% des cas de grippe H1N1 seront sans conséquences. C'est le 1% qui inquiète. Il inquiète pourquoi? Parce qu'on est dans une configuration totalement différente de la grippe saisonnière. Dans la grippe saisonnière, ce sont des gens souvent âgés qui ont une insuffisance respiratoire ou une insuffisance cardiaque qui vont faire les frais malheureusement de cette grippe parce que la maladie va leur faire décompenser, comme on dit en jargon médical, les pathologies qui existent déjà. Et c'est ces maladies, ces insuffisances cardiaques ou respiratoires qui les tuent, pas la grippe directement. Dans la grippe H1N1, c'est complètement différent. Les cas graves sont très rares, mais quand ils sont graves, ils sont vraiment graves. Et une étude canadienne qui a été publiée hier montre encore que ce sont des gens très jeunes, moyenne d'âge 30 ans, qui payent le plus lourd tribut aux cas graves, des détresses respiratoires aiguës qui finissent en réanimation. 70% de ceux qui sont arrivés en réanimation au Canada n'avaient aucune pathologie notable. Et parmi ces gens qui arrivent en réanimation, 17% sont morts à la suite de ces grippes. Donc ce faible nombre de cas peut paraître négligeable, mais la gravité de ces cas est tout sauf négligeable. Merci Jean-Daniel pour ces explications. Prudence donc avant de tirer des conclusions définitives. Une image encore, l'Italie a commencé les opérations de vaccination aujourd'hui. Elles sont réservées dans un premier temps au personnel médical. Nous vaccinons pour prévenir une situation d'urgence, mais pour l'instant il n'y a aucune raison de s'inquiéter, a déclaré à cette occasion le responsable de ces opérations. Autre titre de l'actualité, ces soupçons de détournement de fonds au sein d'associations caritatives. 17 organismes précisément sont visés. Selon le journal Le Parisien qui révèle qu'une information judiciaire est ouverte, des millions d'euros auraient été détournés. Amaury Guibert, Francis Forget. En gage de respectabilité, elles mettent en avant d'illustres personnages. Ici, Mère Teresa
ou des parrains prestigieux, comme l'acteur André Dussolier. Il dit aujourd'hui avoir servi de faire-valoir. À côté, toujours bien en évidence, un appel aux dons. Mais ces associations sont-elles réellement caritatives? La brigade de répression de la délinquance astucieuse notamment mène l'enquête. Elle s'interroge sur le mode de fonctionnement de plusieurs d'entre elles. Pour récolter de l'argent, une association X mandate une société de marketing Y. Celle-ci lance une vaste campagne d'appel aux dons, on appelle cela un mailing. Certaines personnes répondent, mais l'utilisation de cet argent soulève des questions. Ainsi, le président de l'une des associations, basée aux États-Unis, est aussi le patron de la société de marketing qui gère les mailings. À Paris, une responsable dément tout conflit d'intérêts. Si on ne s'occupe pas aussi bien des donateurs, on a moins de dons. Et plus on a de dons, plus on en donne à la recherche. Et les chercheurs sont au courant, ils sont bien au courant que notre système rapporte vraiment beaucoup. Mais tout cet argent sert-il vraiment les causes que ces associations disent défendre? Chez Agir pour les enfants du monde, une responsable qui préfère rester anonyme dément toute malversation. Oui, la Ligue. Il y a 65% en fait des dons qui vont dans les projets que nous finançons. On construit des hôpitaux, nous construisons des écoles. Avérés ou pas, ces soupçons de fraude pourraient avoir une conséquence, nuire à tout le secteur associatif. L'essentiel du secteur est sain, est dirigé par des dirigeants qui sont dévoués à leur cause, par tout un personnel, par des bénévoles, et il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Attention, vous avez un secteur qui fonctionne, qui fait un travail admirable. La justice est désormais saisie, mais à ce jour, aucune mise en examen n'a été prononcée. L'économie, c'est un sujet sensible et emblématique. Le débat sur le bouclier fiscal est relancé au sein même de la majorité. Le bouclier fiscal, vous le savez, c'est cette disposition qui fait que le total confondu des impôts et des contributions ne doit pas dépasser 50% du revenu annuel. Disposition qui avait été votée au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Eh bien aujourd'hui, le président UMP de la commission des lois à l'Assemblée, Jean-Luc Warsmann, propose de l'assouplir pour alléger la dette sociale. Thierry Curtet, Fadlaoui. Le rapport est issu des rangs de l'UMP. Il veut optimiser la dépense publique et met en cause le bouclier fiscal, un dogme élyséen. Actuellement, aucun contribuable n'est imposé à plus de 50% de ses revenus, taxes sociales comprises. Le projet, sortir de ce bouclier la CSG et la CRDS, qui sont normalement prélevées sur tous les revenus. Car pour l'auteur du rapport, on a changé d'époque. Il y a 2 ans, quand nous avons introduit la CRDS dans le bouclier fiscal, la crise n'était pas là, on n'avait pas le déficit. De nombreux députés UMP sont favorables à ce projet. Pour que les choses soient équitables, pour ne pas concentrer la fiscalité sur une assiette trop limitée de ménages français, il faut ouvrir l'assiette et cela veut dire remettre en cause pour cette fiscalité-là le bouclier fiscal. Mais du côté du gouvernement, on ne veut pas en entendre parler, cette mesure n'est pas à l'ordre du jour. L'opposition trouve que ce premier pas ne va pas assez loin. Un peu de justice fiscale ne serait pas inutile. J'ajoute que c'est méritoire de la part de Jean-Luc Warsmann de proposer qu'on revienne partiellement sur le bouclier fiscal. La réalité, c'est qu'il faut le supprimer tout simplement. Rétablir les taxes sociales pour les assujettis au bouclier fiscal rapporterait de l'ordre de 100 millions d'euros. Le débat s'annonce vif au sein de la majorité. L'économie encore avec le rappel à l'ordre des restaurateurs. Motif, la diminution de la TVA n'a pas entraîné les baisses de prix promises sur les menus. Le secrétaire d'État au commerce Hervé Novelli recevait donc les syndicats du secteur. Il leur donne 2 mois pour accélérer le mouvement. Écoutez à la sortie de la réunion le commentaire de Christine Pujol, présidente de l'Union des métiers de l'hôtellerie. Certains professionnels, et je le déplore, haut et fort, n'ont pas joué le jeu. Et c'est dommage parce qu'il y a une menace réelle de perdre cette baisse de la TVA. S'il n'y a pas de résultat, à un moment donné, il risque d'y avoir un retour de bâton, quoi. Donc c'est le message que nous ferons passer à nos mandants. Alors précisément, certains restaurateurs reconnaissent ne pas avoir baissé leur prix et ils l'assument. Que disent-ils? Quels sont leurs arguments? Reportage Sarah Bernuchon, Guillaume Michel avec nos bureaux à Montpellier et à Bordeaux. Au moment de l'addition, ici, rien n'a changé. Merci beaucoup. Gilles Auberson est à la tête de ce petit restaurant parisien, 2 salariés, 40 couverts par jour.
S'il n'a pas répercuté la baisse de la TVA, le menu par contre a été amélioré. Une omelette aussi, par exemple en plat, qui a été remplacée par une brochette de dinde grillée avec de la ratatouille maison. Car ici, on prétend miser sur la qualité servie dans les assiettes. Le patron refuse, dit-il, de fausses baisses de tarifs. Parce que c'est ridicule. On peut, effectivement, moi je peux faire une croix sur mon menu et puis réduire, réduire ma carte. Puis je réduis aussi mes plats en cuisine. J'enlève 50 grammes par exemple sur un mou de viande ou 100 grammes et puis tout est joué. Ne pas toucher à l'addition, mais recruter des salariés. J'ai 2 chocos kiwi, avec ça la carte un saumon. À Montpellier, Renaud Charrère emploie aujourd'hui 9 personnes avec en moyenne 100 couverts par jour. Lui non plus n'a rien changé à son menu. J'ai préféré répercuter ça sur une embauche, notamment en cuisine, et des augmentations de salaire, en moyenne de 20%. Soit 400 € de plus par mois pour cette serveuse. Une bonne surprise. Et pour une fois, il a voulu penser à nous, nous récompenser aussi de la saison, donc pour une fois, c'était pas mal. C'est la première fois qu'on rencontre un patron qui pense à nous. À Bordeaux, Christian Godard emploie 12 salariés en basse saison et sert chaque jour 350 repas. La baisse de la TVA, il l'a utilisée pour embaucher définitivement 3 saisonniers et même investir. On a notamment décidé de faire des travaux importants dans notre cuisine. Et une cuisine, c'est très cher, donc ça va nous permettre de mener à bien ces travaux. 3 restaurateurs qui n'entendent pas appliquer de baisse de tarifs dans les mois à venir, car avec la crise, ils doivent faire face à une baisse de la fréquentation. On reste dans l'économie avec peut-être un changement dans le secteur de la mode. L'un des plus grands magazines féminins allemands vient d'annoncer qu'il ne fera plus poser des mannequins professionnels dans ses pages. Motif, la dictature de la minceur et parfois de la maigreur qui peut mener à l'anorexie. En Espagne et en Italie, des mesures concrètes ont également été prises. Toute l'Europe est concernée peu à peu. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Sophie Mezel, Christophe Kenck. Quand il dessine ces silhouettes graciles, le couturier Franck Sorbier a bien conscience que ces femmes sont un peu irréelles, tout en jambes, filiformes. Mais de là à vouloir les retrouver sur son podium, il s'en défend. Et pourtant, voici à quoi ressemblait la mariée de son dernier défilé. Pas bien épaisse. Vraiment, elle a choqué beaucoup de gens. Moi, je me suis pas... parce que c'est vrai que la robe était très courte, qu'on a vu qu'elle avait des jambes comme ça, des petites quilles, quoi. Je pense que ce qui m'a plu justement là-dedans, c'est le fait de ce côté justement très juvénile, un peu petite fille qui a grandi trop vite, quoi. Au fil des années, les silhouettes des mannequins deviennent de plus en plus frêles, alors même que le débat sur leur trop grande maigreur ne cesse de faire polémique. On admettait un 36 ou 38 il y a encore quelques saisons. La norme est aujourd'hui à un 34 fillettes. Les mannequins sont effectivement très maigres, mais elles le sont aussi parce qu'il faut se souvenir qu'avant d'être un spectacle qui passe en direct sur Internet, les défilés, c'est un outil de communication pour des marques qui sont en compétition les unes contre les autres. Quand on est en compétition, on essaye d'avoir les meilleurs outils. Quand on est couturier, créateur, on essaye d'avoir les corps qui mettent le mieux en valeur les vêtements. Une équation régit la norme en matière de poids. C'est l'indice de masse corporelle, ou IMC. Natalia, 1,80 m pour 48 kg, a un IMC de 14,8. Alors que la norme se situe entre 18,5 et 25. Gina, 1,83 m pour 63 kg, a elle un IMC de 18,8, dans la norme. Mais considérée comme trop ronde, elle a préféré arrêter momentanément sa carrière plutôt que de maigrir. Pour Karl Lagerfeld, c'est la société elle-même qui n'accepte plus les kilos. Les grosses mimi, les gros pépés, quand une fille connue prend 3 kilos, on dit « Oh, t'as vu, elle est grosse, elle est moche, elle a la cellulite », et ils ne se sont pas regardés. Ils sont là en train de se taper des chips et tout. La société s'est transformée dans une société un peu de spectateurs et de voyeurs. Pourtant, en Europe, le milieu de la mode est déjà en train de réagir. Le magazine allemand Brigitte, 700 000 exemplaires, vient de décider de ne plus faire appel à des mannequins en 2010. Il y aura des femmes ordinaires. Je veux montrer des femmes qui mènent une vie normale, qui travaillent, des femmes qui ont leur propre personnalité. L'Espagne est encore plus radicale. Avant les défilés, les mannequins doivent passer le test de la pesée. Les trop maigres sont recalés. Ce que l'on veut faire ici, c'est éviter que la maigreur extrême soit donnée en exemple durant les défilés.
Cette décision radicale, prise déjà il y a 3 ans, est encore unique au monde. Il y a encore du chemin à faire. L'actualité politique avec les suites de la polémique sur l'accession annoncée de Jean Sarkozy à l'établissement public d'aménagement de la Défense, à la présidence de cet établissement. Et pour la première fois, une dissonance au sein du gouvernement. Ramayad appelle à ne pas ignorer l'émotion suscitée par ce type d'affaires. Alexandre Carra, Régis Maté. Cet après-midi, à l'université Léonard de Vinci, Jean Sarkozy était attendu, mais seuls Patrick Devedjian et Valérie Pécresse sont venus. Le fils du président est resté invisible. Désormais conseillé par une équipe de communicants, Jean Sarkozy se fait plus rare et ses prises de parole sont très ciblées, comme dans le magazine Le Point, où il déclare une nouvelle fois « J'irai jusqu'au bout ». Au même moment, une véritable offensive gouvernementale se met en place pour soutenir le fils du président. 16 ministres sont intervenus. Le porte-parole du gouvernement laisse même percer son agacement. Ils veulent interdire l'élection à un candidat de par son origine sociale, son nom, son faciès. C'est ça la République? Je crois que ça commence à bien faire. Arrêtons 2 minutes cette chasse à l'homme. Seul bémol, celui de Ramayad. Elle s'interroge sur l'effet produit sur les électeurs. Vous pensez qu'il peut y avoir des conséquences défavorables vis-à-vis des électeurs? On ne peut pas ignorer l'émotion que, au fond, une série de faits, d'actualité ou de politique produisent sur l'opinion publique. Affaire dans l'affaire, c'est désormais l'influence de l'Élysée sur la nomination de Jean Sarkozy qui fait débat. La présidence de la République sera intervenue pour empêcher Patrick Devedjian de voir son mandat à la tête de l'EHPAD prorogé, une question à laquelle refuse de répondre l'intéressé. Moi, le président de la République peut compter sur ma loyauté. Dans un entretien à paraître demain, Jean Sarkozy confirme avoir parlé de son ambition à son père, mais à l'Élysée ce soir, aucun commentaire. Aux États-Unis, nous revenons maintenant sur l'affaire Jessie Dugard. Vous vous souvenez sans doute de cette jeune américaine enlevée à l'âge de 11 ans et séquestrée pendant 18 ans. Elle avait pu retrouver la liberté au mois d'août dernier à l'occasion d'un contrôle de police. Eh bien, elle apparaît et elle s'exprime pour la première fois aujourd'hui. Elle indique qu'elle vit retirée avec sa mère et ses 2 filles conçues avec son bourreau. Elle souhaite retrouver une vie normale. Correspondance à Washington, Maryse Burgo. Une jeune femme, belle et très souriante, contraste saisissant entre cette photo apparemment heureuse et l'histoire de cette Américaine enlevée à 11 ans et séquestrée pendant 19 ans. J'étais ravie quand j'ai vu la photo parce que cela lui ressemble vraiment. Cela raconte toute sa joie d'avoir retrouvé sa famille et de pouvoir reconstruire sa vie. Des tentes dissimulées au fond d'un jardin pendant 19 ans. Jessie Dugard n'a pas quitté ses sordides cabanons. Elle a 11 ans lorsqu'elle est enlevée par ce pédophile. Des viols répétés naîtront 2 enfants, 2 filles, âgées aujourd'hui de 11 et 15 ans. Elle est tout de même encore traumatisée. Elle a perdu 19 ans de sa vie et ses 2 enfants sont là en permanence pour lui rappeler cet homme et les atrocités qu'elle a subies. Jessie Dugard n'a pas accepté que ses 2 filles soient photographiées. Elle vit aujourd'hui dans un lieu tenu secret. Le magazine américain People n'a évidemment pas précisé combien il a payé pour obtenir ce scoop. En bref, encore à l'étranger, on reste aux États-Unis où la réforme du système de santé de Barack Obama a franchi la nuit dernière un premier pas. Elle a été approuvée par la commission des finances du Sénat. Une républicaine modérée a joint sa voix à celle des démocrates. Le débat est encore loin d'être clos. La diplomatie du football toujours à l'œuvre pour réconcilier la Turquie et l'Arménie. Le président arménien est venu à son tour rendre visite à son homologue et assister au match entre les 2 nations ce soir. Les opposants étaient quelques centaines seulement devant le stade gardé par des milliers de policiers. Et puis, une image de la détermination des trafiquants de drogue au large du Mexique, alors qu'ils allaient être arraisonnés par l'armée. Et pour éliminer les preuves, les occupants de cette vedette transportant des ballots de cocaïne ont préféré saborder leur navire en y mettant le feu. Peine perdue, les soldats ont tout de même récupéré 500 kilos de poudre blanche avant qu'elle ne sombre dans l'océan Pacifique. Direction l'Afrique maintenant, vous allez voir que la vogue des énergies renouvelables ne touche pas que les pays riches. Le marché des téléphones portables solaires est en pleine expansion là-bas. Envoyé spéciaux au Kenya, Dominique Derda, Frédéric Rank.
Il est du genre bavard, Benson Gate, surtout depuis qu'il s'est offert ce nouveau téléphone qui vient tout juste d'être mis sur le marché et que le directeur de cette petite école sur les flancs du Mont Kenya fut l'un des tout premiers à acquérir. Quand j'ai entendu dire qu'il y avait un téléphone que je pouvais utiliser et recharger sans électricité, je me suis précipité pour l'acheter. C'était vraiment le téléphone dont j'avais besoin. Allez-y, décrochez. Pour recharger son téléphone, rien de plus simple. Benson Gate le pose à la lumière. En 1 heure à peine, même si le ciel est voilé, le capteur solaire lui assure un quart d'heure de conversation. Au Kenya, pour beaucoup encore, l'électricité est un rêve aussi inaccessible que le téléphone domestique. Là où il y en avait, les lignes souvent ont été endommagées et jamais réparées. Les téléphones portables solaires se vendent donc comme des petits pains, 4 ou 5 par jour dans cette boutique de village. À un peu moins de 30 € pièce avec un chargeur classique en cas de mauvais temps, c'est une aubaine. Avant, pour recharger leur portable, les gens qui habitaient à la campagne devaient aller jusqu'à la ville la plus proche. Ça leur prenait parfois toute une journée. Ensuite, ils devaient attendre qu'ils soient chargés, puis ils repartaient. Ça faisait 2 jours de perdu. C'est pour ça qu'ils préfèrent les portables solaires. Ici, comme partout ailleurs sur le continent africain, les téléphones portables ont révolutionné la communication. Avec 13 millions d'abonnés, Safaricom est le premier opérateur du pays. Mais la concurrence est rude. Pour séduire de nouveaux clients, il faut parfois faire preuve d'imagination. Et les Chinois, eux, n'en manquent pas. C'est la société ZTE de Shenzhen qui a mis au point ce premier téléphone solaire. Elle en a déjà écoulé 35 000 en 6 semaines à peine dans les points de vente Safaricom. De quoi envisager de conquérir bientôt l'Afrique tout entière. Je ne crois pas que nous y parvenions en très peu de temps, mais dans une période, disons de 6 mois à 1 an, oui, c'est certainement possible. Tous pourtant ne partagent pas cet engouement pour les énergies renouvelables. Dans le bidonville de Kibera, David Mugaka est coiffeur pour hommes et chargeur de téléphone. À 20 centimes d'euros la charge, avec une demi-douzaine de clients par jour, il gagne tout juste de quoi s'en sortir. J'espère que cette mode des téléphones solaires qui se rechargent gratuitement ne durera pas. Sinon, je vais être obligé de chercher un autre travail. Malheureusement pour David, les coupures d'électricité au Kenya n'ont jamais été aussi fréquentes. Ils sont donc de plus en plus nombreux, même en ville, à jeter à la poubelle leurs chargeurs inutiles pour passer à l'énergie solaire. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, la France doit-elle modifier son droit pour attirer la finance islamique? Certains dénoncent une atteinte à la laïcité. Le Conseil constitutionnel vient de censurer la loi. Des appareils photo qui se déclenchent dès qu'un visage apparaît, d'autres qui font vidéoprojecteur. Nous découvrirons les nouveautés du salon de la photo. Et puis les pavés du Nord, 23 cols et le Tourmalet en dessert. Le parcours musclé du Tour de France 2010 a été dévoilé tout à l'heure en présence d'Armstrong et de Contador. D'abord donc ce débat sur la finance islamique. De quoi s'agit-il? La France compte la plus importante communauté musulmane d'Europe, vous le savez, et des États du Golfe sont nombreux à vouloir y investir. Or, le Coran interdit certaines pratiques. Alors faut-il adapter les textes? Certains dénoncent une entorse aux valeurs républicaines. Le Conseil constitutionnel vient de censurer la loi. Enquête Améras Willem, Samuel Humez. À 32 ans, Nabil Djedjik possède 3 restaurants. Tous achetés sans passer par une banque, payés comptant grâce à ses économies et à un prêt familial. Nabil Djedjik est très pratiquant, à la maison comme dans les affaires. On est musulman avant d'être entrepreneur, donc par pure conviction, on ne peut pas nous travailler avec l'argent provenant d'intérêts. Cette interdiction, on la trouve dans un verset du Coran. Dieu a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. L'islam assimile les intérêts à de l'usure, de l'argent que la banque gagne sans prendre de risques. Nabil Djedjik suit ses préceptes pour des raisons religieuses, certes, mais pas seulement. Aujourd'hui, vu les dégâts que la finance conventionnelle a fait, je pense qu'on était plutôt précurseurs. Alors sans intérêt, comment fait-on? Pour acheter une maison, par exemple, la banque ne prête pas d'argent aux particuliers, elle l'achète elle-même et la revend ensuite plus cher. Elle prend une marge, mais pas d'intérêt. Pour le particulier, cela revient au même, mais les principes islamiques sont respectés. Contrairement à la Grande-Bretagne, la France ne compte aucune banque islamique, mais cette banque du Qatar pourrait être la première à s'installer à Paris courant 2010.
On a choisi la France parce que c'est un pays où on pourra offrir des services à la clientèle musulmane, mais aussi accompagner les entreprises et les hommes d'affaires qui souhaitent investir en France. Pour attirer cette manne financière en France, tout est prêt. Une école de commerce de Strasbourg a même lancé un diplôme en finance islamique, une première, sur les bancs, surtout des avocats et des banquiers. Problème, pour permettre ces transactions financières, il faut aménager le droit français, modifier la législation pour des raisons religieuses, un recul de la laïcité, estiment certains. Je trouve que dans cette République, on n'a pas à faire la place de ce qu'on appelle, de ce que nous, catholiques, nous appelions le droit canonique, c'est-à-dire le droit de l'Église, quoi. Et ce que les musulmans appellent la charia, et ce que d'autres appellent différemment, c'est tout. Est-ce qu'on est, oui ou non, toujours une république laïque? Pour l'auteur du projet de loi, la laïcité n'est pas remise en cause. Il n'y a pas de sujet sur la laïcité. On ne touche pas aux valeurs de la République. On permet juste à de l'argent de s'investir. Les capitaux islamiques représentent 800 milliards de dollars dans le monde, un pactole que la France espère en partie attirer. En bref, il était temps, la grève des éboueurs est suspendue à Toulouse pour permettre une reprise des négociations. L'intersyndicale réclame notamment une hausse des salaires. Les ordures n'étaient plus ramassées depuis lundi. Les sciences, quelles sont les causes et les conséquences des éruptions solaires? Pour mieux le comprendre, la NASA a envoyé dans l'espace des satellites équipés d'appareils de haute précision. Vous allez découvrir le résultat. Jamais une éruption solaire n'avait été filmée avec autant de netteté. Explication José Blanc-Lapierre, Frédéric Delarue. À 150 millions de kilomètres, le Soleil filmé pour la première fois de face et de profil par deux sondes jumelles. L'occasion de voir de plus près cette énorme marmite de gaz en train de piquer une colère, comme si elle se débarrassait d'un trop-plein d'énergie, en projetant dans l'espace des langues magnétiques qui mesurent tout de même plus de 250 000 kilomètres. Et d'après les scientifiques, ce n'est pas trop tôt. Le Soleil était très calme depuis 2 ans, il n'y avait quasiment pas de régions actives, d'éruptions solaires, tous ces phénomènes qui caractérisent l'activité habituelle de notre étoile. Nous sommes très contents de voir que les choses redémarrent. C'est sous l'action de forces colossales que le Soleil éjecte une partie de son gaz vers l'extérieur, d'où un nuage magnétique qui s'envole et qui au cours de son voyage entre parfois en contact avec l'atmosphère de la Terre. C'est alors que se produisent les fameuses aurores boréales. Le risque est que ce champ magnétique intense provoque des perturbations dans nos installations électriques. Cela s'est déjà produit au Canada. Quant à savoir si ces éruptions ont une incidence sur le climat, les scientifiques continuent leurs recherches. Notre étoile conserve sa part d'ombre, de mystère. D'autres photos maintenant, mais pour vous et moi, le salon de la photographie ouvre ses portes demain à Paris et les dernières nouveautés du secteur y sont présentées. Des appareils qui attendent un sourire pour se déclencher automatiquement, d'autres qui font aussi vidéoprojecteurs, des clichés en relief. Tour d'horizon de ces nouveautés avec Patrice Pellet et Guillaume Michel. C'est l'appareil numérique intelligent. On le pose sur sa base, ensuite tout seul, il poursuit automatiquement ceux qui se déplacent devant l'objectif. Plus fort encore, la photo n'est prise que lorsque le sujet sourit. Vous pouvez incliner l'appareil jusqu'à 360 degrés pour pouvoir prendre des photos dans l'ensemble de la salle, l'ensemble de la pièce, et profiter du coup de photos particulièrement naturelles et surtout tous être présents sur la photo. 50% des Français possèdent aujourd'hui un appareil photo numérique. La progression est d'1 million par an. Alors, que pense le consommateur de ces appareils de plus en plus perfectionnés? Je dirais que c'est un peu extraordinaire, mais ça arrive un petit peu à nous dépasser également. On se demande jusqu'où on va aller. Je vais prendre quelques images rapidement. Parmi les innovations, cet appareil déjà disponible. Prendre différentes parties de notre stand. Après la prise de vue, on déclenche le projecteur, puis direction un endroit sombre pour visionner l'image sur le mur. Un peu comme dans les soirées diapo d'autrefois. Enfin, retour au bon vieux temps de la photo lorsqu'elle était en relief. Voici le premier numérique au monde à faire des photos en 3D. Appareil, comme vous pouvez le voir, qui est doté de 2 objectifs, de 2 capteurs. Et on va percevoir sur un large écran au dos les images et les vidéos en 3D. La 3D, l'autre dimension des images, l'effet relief, les rend encore plus sublimes.
Il sera encore plus montagneux et intégrera les fameux pavés du Nord. Le parcours du Tour de France 2010 a été présenté aujourd'hui. L'attraction était aussi dans la salle avec Alberto Contador et Lance Armstrong en personne. Grégory Naboulet, Chloé Cormery. Ce matin, la foule médiatique des grands jours venait assister aux retrouvailles de deux anciens coéquipiers. La poignée de main entre Alberto Contador et Lance Armstrong est glaciale. Ces deux-là seront les grands rivaux du Tour 2010. Mais avant de parler du tracé, les deux futurs ennemis ont répondu aux suspicions de dopage qui pèsent de nouveau sur l'équipe Astana lors du Tour 2009. Il faut savoir, et c'est important, que certains produits sont autorisés en France, et ce sont seulement ces produits que nous avons utilisés. C'est la dernière de mes préoccupations. J'ai l'esprit tranquille. Nous avons l'habitude dans l'équipe d'être constamment observés à la loupe. Côté course, le 97e Tour de France s'élancera de Rotterdam aux Pays-Bas le 3 juillet prochain. Un passage par le nord et ses redoutables pavés, un petit tour dans les Alpes et puis les Pyrénées avec un programme de choix et notamment le col du Tourmalet à escalader 2 fois. La bataille pour le maillot jaune opposera sûrement Armstrong et Contador et sans doute Andy Schleck. Le jeune luxembourgeois, deuxième du Tour 2009, parlait gentiment à ses rivaux ce matin. Il a toutes les qualités pour arbitrer le duel au sommet. C'est un classique du roman et du cinéma. Dracula revient sur grand écran 112 ans après le célèbre roman de Bram Stoker. Signe particulier, l'auteur n'est autre que son arrière-petit-neveu, Dreist Stoker. Nicolas Lemarinier et Frédéric Faure se sont rendus en Roumanie sur les traces du comte Dracula qui attire chaque année des milliers de touristes. Voici leur reportage. Un château perdu au cœur de la Roumanie. Un paysage sombre et inquiétant, la demeure du comte Dracula, le héros du livre le plus vendu après la Bible. La guide du site touristique connaît tout de ce lieu chargé de mystère. C'est un passage secret, parce que l'entrée initialement au Moyen-Âge ici se faisait par la bouche d'une cheminée. Mais quand les touristes l'interrogent sur Dracula, là, elle botte en touche. Les jeunes spécialement qui viennent ici me demandent « Madame, où a été la pièce où Dracula a dormi, où il mange de viande, où il boit du sang ?» Je leur dis « Si vous voulez voir Dracula, si vous voulez rencontrer Dracula, il faut reviendra chez nous après minuit. » La vérité, ce n'est pas du tout le château de Dracula. Tout ce que l'on sait, c'est que Vlad Dracula a bien existé. C'était un seigneur du XVe siècle qui empalait ses ennemis. Les Roumains ont utilisé la littérature pour installer leur héros ici, et ils assument. La description dans le livre de Bram Stoker est très claire. Ici, c'est le bon château. Entre folklore et vérité, le porte-monnaie des Roumains balance. À 100 km du château, à vol de chauve-souris, la maison où est vraiment né Dracula attire 500 000 visiteurs chaque année, ce jour-là des Philippins. C'est très agréable. On est transporté à l'époque médiévale. Ce que l'on avait lu là, c'est la réalité. Les marchands de souvenirs kitsch font de bonnes affaires, au grand regret de certains Roumains attachés à la rigueur historique. Mythe ou réalité, la suite officielle des aventures du vampire, publiée simultanément dans 40 pays, entretient le mystère. Le vampire le plus célèbre ne goûtera jamais le repos éternel. Oui, il s'agit bien de la suite officiellement du célèbre roman qui sera publié donc demain dans 40 pays. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la grippe A tue 3 à 5 fois moins que la grippe saisonnière. C'est la conclusion plutôt rassurante de l'étude menée par le Centre européen de contrôle des maladies. Les dernières statistiques confirment par ailleurs que l'épidémie marque le pas en France. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young. Voici les premières gelées. 20h35, un téléfilm, une ombre derrière la porte. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.